font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Élections législatives. On est à 48 heures maintenant de ce premier tour des élections législatives, notamment sur la deuxième circonscription. C'est la dernière journée de campagne officielle également pour les candidats. Et ce matin à notre micro, Louise Héritier, bonjour. Bonjour. Candidate du nouveau Front Populaire pour cette élection sur la deuxième circonscription. Je précise que votre suppléante, c'est Marie-Claude Moncelon, qui a également fait campagne avec vous. Évidemment, il y a cet épisode de 2022, 140 voix qui vous a séparé du poste de député battu par Joris Bové. C'est un épisode digéré. Vous avez appris finalement de cette campagne de 2022 ? Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on était vraiment dans une campagne unitaire, une campagne très dynamique. Là, la grande différence, c'est que on n'était pas préparé à partir, c'est-à-dire qu'il y a une dissolution brutale de l'Assemblée nationale et autoritaire par Emmanuel Macron. C'est une décision complètement irresponsable et antidémocratique que de nous laisser faire campagne comme ça dans un temps si court, seulement 3 semaines. Mais malgré ça, nous avons vraiment relevé le défi, c'est-à-dire qu'en seulement 4 jours, toute la gauche a signé un accord. C'est le nouveau Front Populaire, avec un programme chiffré, cohérent, pour faire face aux grandes urgences de notre temps. Et cette dynamique unitaire, elle se voit sur le territoire. On est très nombreux en campagne. Les syndicats et les partis sont vraiment sur le terrain, ensemble, et on est très fiers de ce qu'on arrive à faire en 3 semaines. On l'a vu au niveau national, effectivement, il y a eu ce regroupement des forces de gauche. Au niveau local également, lorsque de la présentation de votre candidature, il y a une quinzaine de jours maintenant, tout le monde était derrière vous finalement, ça vous l'avez ressenti clairement ? Oui, comme je le disais, on a une dynamique locale qui est vraiment très porteuse et on a le soutien de nombreux maires, donc on a vraiment l'impression d'être groupés dans cette campagne et c'est ça qui fait très plaisir. En fait, on a un devoir d'unité face à la menace du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le Rassemblement national pourrait arriver en majorité et ce serait catastrophique parce que ils ont le même programme économique qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'ils sont contre la redistribution des richesses, ils sont contre l'augmentation du SMIC, contre l'augmentation des impôts pour les plus riches et en plus ils ont un projet raciste. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. On se souvient de ce qui s'est passé quand l'extrême droite était au pouvoir et donc on a un devoir absolu de résister contre ça. Gauche unie, Bernard Pozzoli qui avait fait à peu près 10% lors de la campagne il y a 2 ans, s'est mis à vos côtés, a annoncé ce soutien. Il est important pour vous ? Oui, je pense que c'est un soutien très important et qui montre la responsabilité du bloc de gauche local dans ces élections. Et donc j'étais avec Bernard Pozzoli récemment, à la fête de la musique après Mia, et on est très content de l'avoir parmi nos soutiens. Bon, vous l'avez dit, effectivement, il y a cette menace, selon vous, de l'extrême droite, ça c'est important. Et vous avez parlé de devoir finalement d'être unis. C'est vraiment un devoir, vous le ressentez comme ça. Aujourd'hui, il y a une menace qui est là, qui est réelle. Oui, il y a de grandes urgences. Alors, il y a une urgence pour le pouvoir d'achat, parce que les gens sont de plus en plus pauvres et on est une circonscription où c'est particulièrement le cas. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte et j'ai rencontré, par exemple, récemment, une jeune mère qui me disait si l'inflation continue comme ça, je pourrais plus mettre de couche à ma fille la nuit. On est aussi sur des urgences pour se nourrir. Donc, il faut absolument bloquer les prix des produits alimentaires, de l'énergie, des carburants pour permettre à tout le monde de respirer et pour relancer la consommation populaire. Ça, c'est une première urgence. Je dirais qu'il y en a une autre, c'est dans les services publics et dans la création d'emplois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est face à un gouvernement qui fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, donc aux grandes fortunes, aux multinationales. Et pendant ce temps-là, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ces cadeaux d'argent public, ça assèche les services publics et ça ne contraint pas les entreprises à embaucher localement. Donc on se retrouve avec des discours d'Emmanuel Macron qui dit aux Français « il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, il faut se serrer la ceinture, il faut accepter que les entreprises délocalisent », alors que ce n'est pas le cas. Il y a de l'argent en France, il faut simplement aller le récupérer et l'investir là où on en a besoin. Donc dans la relance du pouvoir d'achat, dans la création d'emplois, dans les services publics et dans la bifurcation écologique. Alors justement, sur cet aspect pouvoir d'achat, l'une des propositions phares de ce nouveau Front Populaire, c'est ce fameux SMIC à 1 600 €. C'est une mesure que vous défendez, qui est totalement applicable, clairement, chiffrée aujourd'hui. Tout à fait, c'est un programme chiffré qui a été validé par la prix Nobel d'économie Esther Duflo. Et ce SMIC à 1 600 €, bon, ça permettrait à tout le monde de respirer. J'ajoute que les pensions de retraite pour une carrière complète seraient également revalorisées au niveau de ce SMIC et on mettrait le minimum vieillesse à 1 100
euros. Et c'est une mesure qui est parfaitement applicable même pour les TPE-PME. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les TPE-PME, elles payent 10 fois plus d'impôts par rapport à leurs revenus que les multinationales. Et nous, on veut remettre les choses dans le bon ordre, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Ça permettrait donc de créer une caisse de péréquation entre les multinationales et les petites entreprises. Et ça permettrait donc également, avec le blocage des prix, que les coûts de production soient plus bas, puisqu'on sait que ce qui a été difficile pour les TPE-PME, c'est l'augmentation par exemple du prix de l'électricité. Donc ce sont deux mesures qui permettraient à tout le monde de faire face à cette augmentation du SMIC et qu'on en sorte tous et toutes grandis. Certains autres candidats qui fustigent cette mesure, qui disent que c'est pas jouable, que ça ferait peser trop de charges aux entreprises, vous dites non, c'est pas le cas. Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, on crée cette caisse de péréquation et ça permettrait donc de financer cette mesure pour les petites et moyennes entreprises. Il y a quelque chose qui s'est réimmiscé dans ce débat des législatives, c'est la retraite, évidemment, à 60 ans. Vous, clairement, si vous êtes élu député et que vous êtes au sein d'une majorité de gauche, il y aura un retrait de cette retraite à 60 ans qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois. C'est ça, dans notre contrat de législature, il y a plusieurs mesures que nous mettrons en place immédiatement. Et une de celles-ci, c'est abroger la retraite à 64 ans de Macron. On était des milliers dans la rue contre cette réforme des retraites et pourtant c'est passé avec un simple 49.3. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous voulons changer. Nous voulons passer... Vivement contesté, oui. Bien le sûr, recours au 49.3. On était jusqu'à 8000 dans la rue à Montluçon contre cette réforme des retraites. Et voilà, il y a eu une décision autoritaire de la part d'Emmanuel Macron de la faire passer en force. Et sous une majorité du nouveau Front Populaire, ça ne pourra pas se passer comme ça. C'est-à-dire que nous voulons abroger le 49.3 et mettre fin à la monarchie présidentielle pour pouvoir passer à une 6e République qui implique beaucoup plus les citoyens dans les décisions. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne veulent plus aller voter parce que nos institutions nous représentent mal. Ils ont l'impression qu'ils donnent un bulletin et qu'après on va faire n'importe quoi avec derrière. Nous avons signé un contrat de législature, c'est-à-dire des mesures que nous nous engageons à respecter, puisque nous avons ce devoir d'unité et de responsabilité face aux grandes urgences de notre temps. Donc nous sommes tout à fait prêts à mettre ces mesures en œuvre rapidement. Et sur cet aspect retraite à 60 ans, revenir à la retraite à 60 ans, c'est possible ? Oui, c'est possible. La retraite à 64 ans, c'était une réforme injuste et inutile. On sait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à cet âge-là ou qui n'y arrivent pas en bonne santé. Et c'est exactement la même logique que celle dont je parlais tout à l'heure. Il y a des cadeaux fiscaux qui sont faits aux grandes fortunes et aux multinationales. Et pendant le même temps, on assèche le budget de l'État. Et on fait croire aux gens après qu'il faut absolument se serrer la ceinture, faire des sacrifices, alors que l'argent, il est là. Il faut aller le chercher là où il est et le remettre là où il y en a besoin. Aujourd'hui, en France, il y a 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'entre nous. Donc il est urgent de remettre les choses dans le bon ordre. Évidemment, dans cette campagne sur la circonscription, mais ailleurs, c'est le cas, il est beaucoup question de santé, de l'accès aux soins. Vous l'indiquez dans votre programme, en finir avec les déserts médicaux, mais il n'y a pas de baguette magique. Comment on fait concrètement ? Alors, les déserts médicaux, tous les candidats en parlent, mais ils n'ont pas de mesures concrètes pour y faire face. Nous, ce que nous proposons, c'est de réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux. C'est-à-dire qu'on fait comme pour les professeurs. Il y a des affectations dans certains endroits en fonction de ce dont on a besoin. C'est quoi ? C'est des incitations ou c'est des obligations ? Vous êtes clairement favorable à des obligations ? Oui, tout à fait. Par exemple, voilà, quand on passe un diplôme pour être professeur, voilà, on est affecté à un établissement pour une durée, puis après il y a un système de points, on peut partir. Bon, on pourrait mettre en place quelque chose de similaire pour les médecins. C'est un service public et on doit tous et toutes y avoir accès. Il faut absolument aussi renforcer le budget des services publics dans leur ensemble. L'hôpital, on voit à Montluçon qu'il y a des services qui ferment. Il faut ouvrir des lits, revaloriser les personnels et embaucher pour qu'on ait un meilleur accès aux soins. Et je dirais, c'est le cas dans l'ensemble des services publics. On a des lignes de train qui ferment, on a des écoles qui ferment, on a des logements sociaux qui ne sont pas rénovés. Ce n'est pas possible de rester comme ça, les bras croisés, alors qu'on est dans une situation d'urgence. Sur le transport, justement, vous le dites, réouvrir les trains régionaux, notamment, ça fait partie des objectifs. Mais c'est pas évident, finalement, comment on fait également pour y parvenir, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la desserte ferroviaire du bassin se dégrade d'année en année. C'est ce que je vous disais, en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes, mais
personne n'est là pour proposer des solutions concrètes pour les régler. Donc oui, nous voulons investir dans la réouverture des lignes moyennes de train et nous voulons également remettre sur pied le fret ferroviaire. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on est face à la droite, la Macronie et l'extrême droite dans cette élection qui, comme je le disais, ont le même programme économique. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles Joris Bové n'a pas voulu venir au débat sur France 3. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de défendre son programme, puisque son programme est indéfendable. On a ici des grandes urgences, des services publics qui sont exsangues, des gens qui sont dans la précarité, le réchauffement climatique dont les effets vont arriver, sont déjà en train d'arriver, et il y a face à cela une espèce de grand laisser-faire avec des propositions extrêmement floues. Rapidement, votre fin de campagne, ce soir, 18h, place Jean Dormois, c'est ça, il y a un dernier rendez-vous qui est donné? Nous avons fait beaucoup de porte-à-porte pendant cette campagne et nous serons à 18h sur la place Jean Dormois pour partir faire un grand porte-à-porte dans la ville Gauzet. Puisque c'est important de rappeler aux gens qu'il y a des élections et que le jour de l'élection, votre voix compte autant que n'importe qui, autant que celle d'un milliardaire, autant que celle de Macron. Et donc il faut l'utiliser pour se défendre. En 20 secondes pour conclure, comment vous l'envisagez là, ce premier tour, quel serait le mot de la fin finalement pour vous? Je dirais que le 30 juin, on se lève pour défendre notre dignité, pour défendre notre liberté et pour remettre la société dans un ordre tranquille qui redynamise l'économie grâce à la consommation populaire et à l'investissement pour la création d'emplois dans l'industrie, dans les services publics, dans l'agriculture et pour la bifurcation écologique. Louise Héritier, candidate du Nouveau Front Populaire sur la 2e circonscription. Merci d'avoir été avec nous ce matin en ce dernier jour de campagne officielle. Il est 7h56 sur RJFM et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.